Bon, Buchenwald, comme on le sait, a été libéré par les détenus et les déportés eux-mêmes, tandis qu'à Langenstein, le camp a été évacué. C'était la spécialité. Quand les Alliés arrivaient près d'un camp, ils évacuaient le camp, mais ils n'emmenaient pas tous les déportés, tous les internés. C'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas marcher, malheureusement, ils en ont emmené. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça les marches de la mort, pour une bonne raison, c'est ceux qui ne pouvaient pas suivre étaient abattus, ou alors fallait qu'ils essayent de se sauver. C'est là qu'il y a pu y avoir quelques des évasions, c'est-à-dire qui se sont cachés, mais sinon, il fallait qu'ils fassent des dizaines de kilomètres par jour. Dans l'état qu'ils étaient, c'était vraiment épuisant, et il y a beaucoup de déportés qui sont morts épuisés ou qui ont été abattus. Ça a été, je crois, où il y a eu le plus de pertes, les marches de la mort. Je suis arrivé le 13 novembre 1944, j'ai été libéré le 13 avril 1945, c'est-à-dire entre le 9 et le 13, le camp avait été évacué, je suis resté dans le camp avec d'autres camarades, on a été refoulés dans un bloc où il n'y avait même pas de chalis, et nous sommes restés 4 jours sans nourriture, sans rien du tout. La mortalité y a été très très grande, et pour en revenir, la longévité à Langenstein était de 6 mois. Donc j'y suis resté 5 mois, et encore le dernier mois, je n'ai pratiquement pas travaillé, et à la libération, je pesais 28 kilos. Et comme je l'ai expliqué, la mortalité était très très grande. J'ai perdu beaucoup de camarades entre le 9 et le 13 avril, c'est-à-dire le dernier que j'ai perdu, c'est un camarade avec qui avait été dans le maquis avec moi, que nous avions fait toute la déportation, et la veille de la libération, il est mort à mes côtés. Et il y a un autre camarade qui ne faisait pas, qui était pas de notre groupe, mais qui a été arrêté dans la Creuse également, qui était le secrétaire de la préfecture de la Creuse. Lui avait refusé de dresser les listes du travail du service obligatoire. Il avait été limogé par Vichy. Il était rentré dans la résistance. Il a été arrêté quelques jours avant nous. Il a fait toute la déportation avec nous et il est arrivé à Langenstein également. Et le 11 avril, il décédait, c'est-à-dire 2 jours avant la libération. Le 13 avril, quand quelqu'un est venu, on nous a dit voilà vos libérateurs, les Américains, mais il n'y a pas eu d'explosion de joie ni rien du tout. On savait qu'on était libre, mais on était des cadavres vivants. On n'avait même pas la force de se lever ni rien du tout. On était restés allongés par terre. Et je me souviens que malheureusement, mon camarade qui était mort à mes côtés était là. On a demandé qui voulait le sortir. Il n'y avait aucun volontaire, parce qu'on n'avait même pas la force de soulever ni rien du tout. Ils avaient promis une ration de soupe ou une ration à manger davantage, mais ça ne tentait personne, puisqu'on n'avait vraiment pas la force humaine de pouvoir le faire. Au bout de quelques jours, il y a eu un hôpital de fortune qui s'est fait à 7 km de Langenstein, à Halberstadt. Ils sont venus avec des petites ambulances. Il y a quelqu'un qui est très très connu, qui s'appelle Élie de Saint-Marc. Élie de Saint-Marc s'est fait connaître par la suite, puisque c'était un militaire de carrière, et malheureusement, bon, il a fait le putsch d'Alger, et il avait été emprisonné, mais quand il témoigne à la télévision, il a écrit plusieurs livres, il parle toujours de Langenstein, et il raconte que quand il a vu les premiers civils arriver à Langenstein, il s'est trouvé mal. Et c'est vrai que moi, je suis revenu, c'est-à-dire avec une gale surinfectée. Quand j'ai montré ça aux Américains, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils m'ont dit c'est le sang qui est en mouvement. Parce qu'à Langenstein, on vivait dans la crasse la plus terrible, on manquait de sommeil, de nourriture, le travail était épuisant. C'est pour ça que la longévité était de 6 mois maximum. Le retour a été vraiment très très pénible. C'est-à-dire on a mis 4 jours en wagon à bestiaux, c'est-à-dire là, c'était avec de la paille, on était 20 par wagon, et bon, on était tellement à la masse et fatigués, épuisés. Bon, moi j'étais avec mon fameux camarade que j'avais rencontré
le premier jour que j'étais arrivé à Langenstein. On s'est retrouvés dans la même chambre à l'hôpital ensemble. Nous sommes sortis le même jour et nous sommes rentrés le même jour, le 6 mai 1945. Mais on était tellement fatigués, moi je restais à côté de lui, lui restait à côté de moi, et on parlait comme ça, mais on ne demandait même pas aux autres « Qui es-tu? Comment t'appelles-tu » Il n'y a que de longues années après la libération qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre nous sommes rentrés ensemble, mais comme on ne se parlait pas, il n'y avait pas de communication, c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on s'est retrouvés, ils ont dit « Mais moi aussi je suis rentré le 6 mai 1945 ». Mais bon, on n'avait pas pris de nom, d'adresse, ni rien du tout. C'est pour montrer dans quel état qu'on était. Et quand on est arrivé à la gare du Nord, après 4 jours de voyage, on nous a accueillis en chantant, on nous a présenté les armes et au chant de la Marseillaise. Il y a un couple qui s'est approché de moi qui voulait me donner de l'argent. J'ai dit non, non, j'ai pas besoin d'argent. Je préfère que vous alliez prévenir mes parents que je suis là. Ils me disent mais on a un train à reprendre pour Calais. Je leur ai dit mais c'est pas loin. Ils habitent Faubourg-Poissonnière. Ils ont dit bon, s'il y a la possibilité, on va aller les prévenir. Effectivement, ils ont eu le temps. Ils sont venus voir mes parents. Ils leur ont dit votre fils est à l'hôtel Lutetia. J'ai l'impression que pour mes parents, l'hôtel Lutetia, ils ne savaient vraiment pas ce que c'était. Et donc après, c'était direction l'hôtel Lutetia pour se faire recenser, pour toujours un interrogatoire, savoir qui nous étions, comment nous avions été arrêtés, qui nous étions, et dans quel camp nous étions. Et bon, mais moi, comme j'habitais Paris et que mes parents étaient à Paris, ils ont téléphoné à mes parents, mon père est venu me chercher tout de suite. C'est moi qui suis allé au-devant de lui, et j'ai entendu quand il a téléphoné à ma mère en lui disant que j'étais méconnaissable. Quand je suis arrivé chez mes parents, donc que ma mère a ouvert la porte, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit surtout pas de pleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient revenir dans l'état que je reviens. Et par hasard, il y avait le frère aîné de ma mère qui était là, dont sa femme avait été déportée, et il a dit, je voudrais déjà bien voir revenir ma femme dans l'état qu'est Émile. Et pour la petite anecdote, mes parents avaient ce jour-là l'Humanité, le journal L'Humanité, c'était une feuille juste recto verso de papier à cigarette, et comme par hasard, il y avait une photo du camp de Langenstein. Vraiment, c'est un hasard extraordinaire. Et le lendemain matin, un docteur est venu à 7 h du matin, et quand il m'a ausculté, il m'a dit direction Saint-Louis. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit mais tu as une belle gale surinfectée. Il dit tu ne vas pas la passer à tes parents. Il me dit après ce que tu as vécu, tu peux quand même rester une 8aine de jours à l'hôpital Saint-Louis. Donc à l'hôpital Saint-Louis, il y avait une très grande chambre pour un certain nombre de déportés. Je ne peux pas dire combien nous étions, on était peut-être une quinzaine dans cette chambre, c'est-à-dire il y avait 2 rangées de lits. Moi j'étais dans le premier lit à côté de la porte, et il y avait une autre rangée de lits en face de nous. Bon, moi, au bout de 8 jours, sans être guéri peut-être complètement, mais je n'étais plus contagieux du moins, je suis sorti de l'hôpital Saint-Louis pour rentrer chez moi.